Bonsoir, merci de nous rejoindre dans le journal de TNTV. Au sommaire ce mardi. Avec la rentrée, les calendriers des familles s'organisent. Pour les activités sportives, pourquoi ne pas profiter du passeport élargi à un plus grand nombre de bénéficiaires? Grande nouveauté cette année, l'intégration du Oritaiti parmi les disciplines proposées. Et qui dit rentrée dit aussi recherche de logement pour certains étudiants. En parallèle des options proposées par l'OPH, il y a aussi celle de l'agence immobilière sociale, une solution de dernière chance pour des centaines de jeunes. Des logements, c'est également ce que proposera le nouvel immeuble en construction au quartier du quai Gallieni à Papeete, les prémices d'une grande réflexion pour redynamiser la zone. Et puis l'actualité est aussi marquée par la fin des grèves à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Après plusieurs semaines de discussions et de négociations, les protocoles d'accord ont été signés hier soir à ADT dans les sociétés de sûreté aéroportuaire. On fera le point avec notre invitée, la secrétaire générale de Atia Imwa, Avaiki Teuio, est sur notre plateau. En cette période de rentrée scolaire, pourquoi ne pas profiter du dispositif Passeport mis en place depuis 2022 pour encourager le plus grand nombre à pratiquer une activité sportive? Élargie aux 3-20 ans, cette aide financière vise cette année beaucoup plus de monde. Elle intègre désormais les abonnements en salle de sport, mais pas seulement. On fait le point avec Valentine Vassel et Mérétéato. L'année dernière, seuls 600 passeports avaient été utilisés. Objectif cette année, en distribuer 5000. Élargissement des bénéficiaires, aide plus importante pour les jeunes en situation de handicap, formulaire en ligne simplifié, les nouvelles conditions du dispositif sont nombreuses. Parmi les grandes nouveautés, l'intégration des écoles de danse tahitienne. N'importe lequel d'entre nous qui a fait au moins 1 heure de cours de Oritaiti vous dira que c'est l'équivalent d'une séance de muscu ou l'équivalent de 45 minutes de course, etc. Donc le sport, le Oritaiti, c'est aussi une activité physique et sportive. Aujourd'hui, le Oritaiti est sous la tutelle du ministère de la Culture et si on veut fonctionner en bonne intelligence, eh bien, il faudra le faire en interministérialité. Tauhere Sandford a ouvert son école depuis 3 ans. 5 de ses élèves ont déjà fait une demande de passeport. Selon elle, inscrire le Oritaiti dans ce dispositif est une grande avancée. Ça fait 3 fois que j'appelle le ministère des Sports et ensuite on me renvoie vers la culture. Et cette année précisément, c'est bien que nos dirigeants aient entendu ce petit cri parce que toutes les activités sportives étaient prises en charge, on va dire, mais pas le Oritaiti. Pour Tauhere, le Oritaiti représente bien plus qu'une pratique sportive et culturelle. Le Oritaiti, pour moi, personnellement, a été une ouverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille grâce au Oritaiti, j'ai voyagé grâce au Oritaiti et j'ai un patrimoine culturel qui est énorme grâce au Oritaiti aussi. Ce dispositif est entièrement financé par l'État. 60 millions de francs sont encore disponibles. Si l'intégralité de ces fonds n'est pas consommée d'ici la fin de l'année, l'argent sera redistribué à l'échelle nationale. L'enjeu est donc de profiter de cette aide avant qu'il ne soit trop tard, mais aussi de prouver au pays l'efficacité du dispositif. Maintenant, le sport de masse, c'est un merveilleux outil de cohésion sociale, c'est un merveilleux outil de santé publique, mais également une manière d'éduquer tout simplement. Nos enfants, c'est l'école de la vie associative. Et donc, il va falloir au pays, sur la base des résultats qu'on va pouvoir observer sur les prochains mois, qu'on vienne réfléchir à mettre en place ce dispositif, mais peut-être avec les crédits du pays. 5000 passeports sont à attribuer. Premiers arrivés, premiers servis. Pour les intéressés, sachez que l'aide est versée via les clubs et associations. Retrouvez plus d'informations sur le site www.jeunesseesport.com. Et à une semaine de la rentrée universitaire, l'heure est au logement pour les étudiants venus de loin. Parmi leurs options, celle proposée par l'agence immobilière sociale de Polynésie, l'AISPF. Elle a organisé ce matin une réunion d'intégration au CHE d'Autumauro. Sur place, Léa Gondon et Esther Parocordette ont suivi une étudiante dans la découverte de son appartement. Bienvenue chez moi. La rentrée approche pour Tereura, étudiante en licence d'anglais. Originaire de Wainé, c'est la 3e fois que la jeune femme sollicite l'AISPF pour se loger. Grâce à cette aide, l'étudiante paye 15 000 francs de loyer au lieu des 70 000 demandés pour ce type de logement ici, à Central Fac.
Je trouve que c'est une chance pour les étudiants d'avoir cette possibilité-là. C'est vrai que la première année, c'était assez difficile parce que j'avais la bourse, du coup je devais gérer de l'argent moi-même, je devais prendre ma nourriture, payer mon électricité. Au bout de ma deuxième année, j'ai commencé à comprendre, je me suis dit ok non c'est bon, je sais comment je dois faire, ça. Du coup ça apprend vraiment à grandir, à être plus autonome. L'agence accompagne depuis 7 ans les étudiants boursiers demandeurs de l'aide, ceux qui n'ont pas eu la chance d'obtenir un logement sur le campus universitaire ou dans les centres d'hébergement pour étudiants de l'OPH. C'est la particularité de la ISPF, c'est que nous sommes financés par le pays pour pouvoir en fin de compte mobiliser dans le parc privé locatif des logements à destination justement des étudiants boursiers. C'est une sacrée avancée quand même et je trouve que c'est un effort considérable qui a été fait par le pays. Au CHE d'Auto Mauro, parents et étudiants écoutent attentivement les dernières instructions avant d'entrer dans les logements. Cette année, ils sont 130 à bénéficier de l'aide, une demande de plus en plus forte. Chaque année, d'habitude, on a 50 logements à disposition des étudiants. Maintenant qu'il y a des travaux en fait, au CHE et qu'il y a de plus en plus d'étudiants chaque année qui viennent et qui font leur demande de logement, depuis 3-4 ans maintenant, nous avons à disposition 100 logements pour les étudiants, tout ça grâce à une subvention du pays. L'agence sociale existe depuis 2008 et œuvre. Et la rentrée universitaire ne se fera pas à l'UPF pour les 13 étudiants de la promotion 2024 du cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles, parcours mathématiques. Après 2 longues années de travail, ils ont tous été admis en école d'ingénieurs. Une belle réussite pour l'université de Polynésie. Du côté de Papeete, un nouveau projet immobilier veut redonner du souffle au quartier du quai Gallieni. Le bâtiment est en cours de construction en face de la gare maritime et de la base navale. Mais autour de ce chantier, les promoteurs ont une vision plus large de dynamisation de ce coin de la capitale. Thomas Chabrol, Heymanu Manutei. Cet immeuble en construction est le point de départ d'un pari en matière d'urbanisme. Aux commandes de ce projet, cet architecte a une vision novatrice pour dynamiser ce quartier de Papeete. L'équipe est celle qui a rénové et redonné vie à l'hôtel Kontiki, immeuble voisin face à la gare maritime. Les promoteurs souhaitent que la population se réapproprie ce coin de la ville grâce à des bâtiments de standing. C'est vrai que c'est un quartier qui était un peu laissé à l'abandon et il y avait une volonté de travailler à la rénovation urbaine, ne plus construire forcément des nouvelles opérations à chaque fois dans des lieux, on va dire, naturels, mais venir rénover ou reconstruire dans la ville, simplement parce que c'est plus écologique. Ça permet d'avoir la proximité des lieux de travail et des logements dans un même quartier. Le bâtiment sur 8 niveaux accueillera 12 bureaux en première ligne et 42 appartements en partie arrière avec parking. Car pour convaincre la population de revenir vivre dans la ville, la présence de parking est indispensable selon l'architecte. Le maire de Papeete voit en ce projet un nouveau souffle pour la capitale. J'ai rencontré le promoteur de cette opération il y a quelques années et j'ai bien senti qu'il avait cette volonté de rénover la ville en fonction des besoins d'aujourd'hui de la ville. Un projet similaire est porté par le pays sur un terrain voisin à côté de la centrale électrique Vairatoa. L'appel à projet est lancé pour développer un parking, des commerces et la rénovation d'un bâtiment. L'idéal, c'est effectivement d'urbaniser de plus en plus la ville, je pense. Un travail qui doit être fait de manière programmée, de manière planifiée, avec notamment le développement des transports en commun et des pistes cyclables qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. Donc ça s'inscrit dans une bonne dynamique et dans la vision, je pense, qui doit être appliquée. Le Papeete de demain se dessine. Les promoteurs travaillent avec les propriétaires fonciers du quartier. L'idée est de fédérer et de penser à des projets de construction en même temps qu'à la rénovation de vieux bâtiments. En bref, en justice, 2 femmes de 43 et 47 ans actuellement incarcérées à Nutania ont été condamnées ce mardi à 4 mois de prison avec sursis. Elles ont agressé sexuellement l'une de leurs codétenues, un simple jeu selon elles. Le compte-rendu d'audience est à lire sur notre site tntvnews.pf. Dans l'actualité sociale, il aura fallu attendre près d'1 mois pour que le ciel s'éclaircisse enfin dans la zone aéroportuaire de Tahiti, Fa'a. Les grèves à ADT dans les sociétés de sûreté aéroportuaire sont terminées. Des protocoles d'accord ont été signés hier soir après de nombreuses rencontres et négociations. Des mouvements qui ont mis en exergue des dissonances entre les leaders syndicaux et leur base. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage.
Fini les pancartes et chapiteaux installés aux abords de l'aéroport de Tahiti. Le piquet de grève des agents d'ADT est levé depuis lundi soir, après la très attendue signature d'un protocole d'accord entre la direction et les syndicats. Des compromis qui ont tout de même nécessité l'intervention du haut-commissaire et du président du pays, qui est à la tête du conseil d'administration d'ADT. Moi je reste factuel, je ne veux pas polémiquer, il y avait certaines demandes qui n'étaient pas entendables dans un préavis initialement. Voilà, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles le dialogue a mis du temps à se construire. Et puis au fur et à mesure, on a trouvé un cheminement qui nous permet justement de traiter les sujets comme il se doit et en bonne entente. C'est beaucoup de sujets d'organisation ou des sujets, je dirais, liés à l'environnement du travail qui ont pu être abordés. Et après, sur ce qu'on a établi dans le protocole, c'est plutôt un plan d'action, je dirais, constructif et partagé. Grille salariale, statut des pompiers des îles, programme de formation ou encore conditions de travail. L'accord reprend les points revendiqués et prévoit également la mise en place d'un service d'organisation technique qui devrait récupérer certaines missions dévolues à la direction des ressources humaines. Il y aura un prestataire qui va évoluer et va faire une feuille de route pour ce nouveau service-là. Donc on s'est donné jusqu'à 31 janvier pour ce prestataire pour faire sa feuille de route. Bon, après, ce sera un suivi avec les représentants du personnel, avec le comité d'entreprise. Nous, les organisations syndicales, c'est plus de notre ressort. C'est énorme, on a des dates d'échéance jusqu'à 2026. ADT débloqué, les sociétés de sûreté aéroportuaire suivent. Ils signent un protocole d'accord dans la foulée avec les syndicats ATIA-IMOA et CSTPFO. Bien sûr, vous savez, quand il y a des négociations, on n'a pas 100%. Mais bon, on va dire que l'essentiel a été obtenu. Et c'est pour ça que nous sommes contents. Nous avons quand même eu un 13e mois auprès de la sécurité. Nous avons eu des avantages concernant les tenues, les primes. Il y avait aussi le fait que lorsqu'ils ont des heures de vide, ça va être maintenant payé. Ces accords pourront constituer la base d'une convention collective dans le secteur de la sûreté aéroportuaire, car aujourd'hui, cette branche est rattachée à la convention collective du gardiennage. Elle était également à la table des négociations avec les directeurs des sociétés de sûreté aéroportuaire. La secrétaire générale du syndicat ATIA-IMOA, Vaiki Tewiyaou, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, plusieurs semaines de mobilisation pour parvenir à ces accords. Les salariés n'ont pas lâché et vous non plus. Ça n'a pas toujours été facile de rester sur le piquet de grève pourtant. Alors, je dirais pas que ça n'a pas été facile parce que une grève n'est jamais facile. Mais en revanche, la détermination de ces grévistes et leur motivation nous ont bien aidés à la table des négociations. Parce que pour que l'on puisse être porté au niveau de ces discussions, il faut qu'on ait une base à l'origine, sinon la grève n'a plus de sens. On l'a dit dans le reportage qui précède, ces accords pourraient être une base à une convention collective dans le secteur. Quelle sera la suite à donner à ces événements ? Alors, il est prévu dans le protocole de fin de conflit que des négociations continuent, justement pour faire évoluer l'annexe 3 qui porte sur l'activité de la sûreté aéroportuaire, l'annexe 3 qui a été signée dans la foulée avec le protocole de fin de conflit. C'était, il me semble, un souhait de la part des deux directions. Et nous avons adhéré à cette idée puisque ça sera l'occasion de venir structurer l'activité en question et même voir si tout se passe sous un beau ciel, voir naître une convention collective rien que pour cette activité de sûreté. Concernant la grève dans les sociétés de sûreté, justement, vous avez souligné l'importance d'un médiateur, en l'occurrence Pierre Frébault, le délégué interministériel en charge du dialogue social. Sans cela, le conflit aurait duré plus longtemps, selon vous ? Oui, je pense que le conflit aurait duré plus longtemps, au vu de la détermination des grévistes et en même temps par rapport à la position que prenaient déjà les deux directions sur la première revendication, à savoir l'attribution du 13e mois. Le point bloquant était celui-là. Et au passage, je souhaite saluer le travail de la direction du travail et l'intervention de M. Pierre Frébault, délégué interministériel du dialogue social, mais aussi en charge de la protection sociale généralisée, pour s'être intéressé à un moment donné à ce blocage et
pour nous avoir permis de pouvoir nous positionner autrement. Vous savez, quand on demande un 13e mois, je l'ai toujours dit aux grévistes, ce n'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup pour une entreprise, parce que ce 13e mois, il faut le multiplier par l'effectif de l'entreprise. Et bien évidemment, ce n'est pas simple pour les dirigeants. C'est du donnant-donnant. Il faut trouver un équilibre au niveau de cette revendication. Et ce qui m'a un peu compliqué la tâche, c'est la pédagogie qui m'a manqué pour pouvoir faire comprendre aux grévistes que sur ce point, il faut savoir lâcher. Il faut savoir trouver ce fameux équilibre. Et celui qui avait la solution, c'est en tout cas celui qui a apporté cette solution, il est clair que c'est bien M. Pierre Frébault, puisque de par son intervention, il a eu la pédagogie pour expliquer aux salariés sur le piquet de grève qu'à un moment donné, il faut sortir de ce conflit et il faut savoir aussi regarder avec l'œil de l'autre partenaire qui est la direction. Voilà. Donc, clairement, il est important pour nous que son intervention arrive à ce niveau-là, puisque nous étions dans des positions de force, dans des rapports de force, chacun campait sur ses positions, puisque nous, on avait une doléance claire de la base, qui était de ne rien lâcher. Voilà. Vous pointez aussi du doigt le faible effectif à l'inspection du travail. Il n'y a qu'un inspecteur aujourd'hui en Polynésie. Oui, parce qu'en même temps, moi, ça m'a donné l'occasion de pouvoir observer un peu la situation au niveau de l'aéroport. Il est clair que nous n'étions pas signataires du préavis qui avait été déposé à l'aéroport de Tahiti, à ADT. Mais en revanche, sur Tahiti Sûreté et Sauf Pacifique Sécurité, nous étions aussi constitués en intersyndicale, puisque je n'étais pas toute seule, j'étais avec la CSTPFO. Et en fait, ces moments passés sur le piquet de grève m'ont donné l'occasion de me rendre compte que si ces grèves ont duré autant de temps, on aurait peut-être pu éviter cela aux familles polynésiennes, à ces grévistes. Mais c'est bien parce que la raison est celle que vous venez d'évoquer. C'est clairement un manque d'effectifs au niveau de la direction du travail. Donc, s'il y a un message que je devais lancer à travers cette intervention, il est évident pour moi que le pays doit doter la direction du travail de plus de moyens, plus d'inspecteurs du travail, plus d'agents de contrôle, de contrôleurs de travail, parce que ça aurait pu éviter ces conflits sociaux auraient pu être évités. Et justement, à l'échelle du pays, il y a une certaine récurrence des conflits. Ils interviennent aujourd'hui en série. Selon vous, c'est le symptôme d'un dialogue social qui se dégrade ? Je ne dirais pas forcément d'un dialogue social qui se dégrade. Je pense que à la base, il faut partir d'une situation qui est clairement difficile aujourd'hui pour les salariés polynésiens. C'est le coût de la vie et c'est le pouvoir d'achat. Nous avons fait la démonstration lors de notre rencontre avec le pays au mois de mai, dans le cadre du protocole de rencontre du 1er mai, que les salaires ont nettement baissé au niveau du secteur public. Alors, je m'explique, quand je dis baisser, en fait, c'est le pouvoir d'achat, même des fonctionnaires, même au niveau du secteur public, qui s'est dégradé ces dernières années. Et il est évident pour nous que si au niveau du secteur public, la situation est celle-là, on ose imaginer au niveau du secteur privé. Quand bien même, il y a des négociations chaque année, au mois de septembre jusqu'au mois de janvier, pour justement revoir les grilles salariales dans les différentes activités de la Polynésie. Une dernière question. Hier soir, vous disiez que les signaux sont au rouge dans le syndicalisme polynésien. Il y a un problème de compréhension entre les organisations syndicales et leur base ? De communication, peut-être ? De communication, j'irais même au-delà d'un problème d'incompréhension. Je dis que là, on est clairement
dans une configuration où vous avez les anciens et puis moi j'arrive, je suis à la tête d'une organisation syndicale depuis seulement 2022. Et il est évident que les méthodes ne sont pas les mêmes. Et j'ai pu observer dans les différents préavis qui ont été déposés et j'ai relevé le mécontentement de certains représentants du personnel, de certains délégués syndicaux. Je peux entendre cette position, mais je peux entendre aussi celle des secrétaires généraux. Vous savez, ce ne sont pas des machines. Je peux vous témoigner de la situation que chaque secrétaire général vit tous les jours, et notamment dans une grève comme celle que vient de traverser ADT. Moi, j'ai vu ça comme un appel à l'aide. Quand je discute, quand j'échange avec M. Galnon ou avec M. Cyril Le Gaïc, je vois bien que la culture polynésienne est bien ancrée, même dans les conflits qu'ils mènent. Voilà, eux, ils ont une vision de la solidarité qui ne s'arrête pas à une simple structure. Pour eux, la solidarité, c'est la solidarité de l'ensemble des travailleurs polynésiens. Et je pense qu'à travers ces différents préavis de grève, c'est le message qu'ils ont voulu lancer, mais ça n'a pas été compris de cette façon. Il y a peut-être des choses à revoir dans la méthode de faire, mais moi, si je devais lancer un message, c'est qu'aujourd'hui, ils sont là, ils étaient là aussi par le passé. Il faut pas s'arrêter sur se louper, j'ai envie de dire. Il faut aller au-delà de ça, et même il faut rentrer dans vos maisons. Je parle des représentants du personnel et des délégués syndicaux. Rentrez dans vos maisons, prenez de leur expérience et assurez la relève, parce qu'ils ont suffisamment œuvré pour pouvoir mettre toute la population, tous les salariés polynésiens dans un certain confort. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Merci Araiki Tewiyao d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. On enchaîne avec du sport et on part à Hawaï pour la 5e journée des championnats du monde de VA à vitesse. Au programme du jour, pas de finale, mais les séries en V6 sur 1500 mètres pour les hommes et sur 1000 mètres pour les dames et les juniors. Le résumé de Désiré Teivao. Hamad et Léon qui ne changent pas de poste. Le team Tamari Mateia couloir 1 marque les esprits sur le 1500 mètres. L'équipage composé de Hiromana Flores, Kis Vernodon, Temona Taputu, Teija Stephenson, Tiamanu et Hamad et Léon signent le meilleur chrono des séries avec un temps de 7 minutes et 32 secondes. Les Tahitiens se qualifient directement pour les demi-finales de jeudi. On a une bonne équipe aussi, une équipe soudée. Et je pense aussi que comme il y avait les Hawaïens aussi, une bonne équipe de Hawaï, donc ça nous a fait un petit challenge et je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence par rapport au chrono. Donc on a essayé quand on les voyait revenir, on a essayé de pousser un peu et voilà. Toujours chez les messieurs, Bora Bora valide aussi sa place pour les demi-finales. L'équipage des îles sous le vent remporte sa série avec un temps de 7 minutes et 52 secondes. Chez les dames, Teva et Ihilani se hissent également dans le dernier carré de la compétition. EDT pour l'instant qui est bien placé pour remporter la course. En junior, c'est un carton plein aussi. Le team OPT, EDTVA, Fa'anui, Reiroava et Toivanui passent sans souci leur série et se qualifient pour la finale en V6 sur 1000 mètres. Et chez les jeunes filles, EDTVA et Ihilani disputeront aussi la finale. Au tableau des médailles, pas de changement à l'issue de cette 5e journée des championnats du monde. Tahiti reste en tête du classement avec 46 médailles, dont 27 en or. Là, on quitte le plan d'eau hawaïen pour celui de Mahina. Retour en images sur la 2e édition du Monster Energy Wind Festival qui a rassemblé une 60aine de riders samedi à Hitimahana. Avec des vents allant jusqu'à 30 nœuds par moment, les compétiteurs s'en sont donnés à cœur joie, volant à plusieurs mètres au-dessus de l'eau. Tous les résultats sont à retrouver sur tntv.pf et notez également que la prochaine compétition de kitesurf programmée par les mêmes organisateurs est prévue entre les 14 et 21 septembre à Bora Bora.
Avis aux bons vivants, vous pouvez déjà inscrire le rendez-vous à votre calendrier 2025. Le Tiki Fest revient l'année prochaine dans un plus grand format. Rappelez-vous, l'édition 2024 avait reçu 6000 personnes au Parc Berey qui avait atteint sa capacité d'accueil maximale. Booba, Martin Solveig, Bigarenx ou encore Synapson étaient en tête d'affiche avec une apparition remarquée du chanteur M. Cette fois, pas moins de 6 artistes internationaux et 15 artistes locaux sont annoncés et 12 000 festivaliers sont attendus sur 2 jours, les 11 et 12 avril. On écoute l'organisateur de l'événement, Florian Saudoyer, il est au micro d'Esther Cuneo. Le seul moyen de faire grossir le festival était de doubler la capacité, donc de partir sur 2 jours de festival. Et donc on va attendre 12 000 personnes au total. Et on prévoit également en nouveauté un village camping qui sera sur le plateau d'Autu Mauro. Donc on est en train de tout mettre en place avec des bureaux d'études et grands projets de Polynésie. Et on pense pour accueillir environ 330, donc 600 personnes également sur ce village camping, avec des sanitaires, des douches, chill zone et espace de restauration, tout pour que les gens puissent se sentir bien. Donc pareil, soit des locaux, soit des festivaliers qui pourront venir du monde entier et se loger plus facilement à moindre coût. Il faudra attendre octobre pour connaître le line-up 2025 et l'ouverture de la billetterie. Toutes les informations seront à retrouver sur le site www.tikifesttahiti.com. On clôture ainsi ce journal d'information. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, retrouvez vos programmes habituels, mais aussi Koh Lanta qui est de retour avec une nouvelle saison pleine de surprises. Demain matin, rendez-vous à 10h pour suivre en direct TV Web la 6e journée des championnats du monde de VA à vitesse. Excellente soirée à tous sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.